Est-ce que le film vous a plu? Oui. Alors un peu d'enthousiasme s'il vous plaît, puisque avec vos applaudissements, on va accueillir le réalisateur Nicolas Bedos. Merci beaucoup. Quel bonheur! Et j'accueille tout de suite mon acteur, mon petit frère, mon ami, Pierre Ninet. Bonsoir. Allez encore. Non, ils sont vraiment super, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des spectateurs qui attendaient. On voit des gens qui ont attendu 1h30 avant le début de la séance, 2 heures certains. Oui, les 3, je les reconnais, c'était les premiers. Oui, ils étaient là hier, je les ai vus Ça. passer. Merci, quelle salle magnifique, chaleureuse et tout. Ça va? Ouais. Ça va? Non, toi, ça va. Je demandais à une personne, c'est fou de tout ce que demande. Non, merci, ça fait trop plaisir. C'est notre dernière avant-première et on l'a organisée avec Nicolas. On s'est dit tous les deux, la première avant-première s'était remplie très vite à Paris. On s'est dit, est-ce qu'on ferait pas à la fin de la promo juste une projo de kiff pour montrer le film aux Parisiens ou ceux qui sont à Paris. Donc on est très content de vous voir et super content de vous présenter, en particulier, en tout cas pour moi, Mascarade, qui est un film que j'adore. Donc j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment de cinéma dans cette salle, malgré l'attente dans la queue avant. Bravo et merci. Alors du coup, pour ce film, vous aviez déjà travaillé ensemble sur OSS, mais pour ce film, Pierre a passé des essais. Oui, ouais, j'ai vécu cette humiliation. Non, pas du tout, non, moi j'aime pas les essais, j'aime pas les castings. J'en ai même fait une série pour exorciser un peu la violence de cet exercice que je trouve à la fois nécessaire, inévitable et en même temps assez catastrophique d'un point de vue humain. Enfin, c'est dur, quoi. C'est comme un entretien d'embauche. Je pense que vous en avez tous peut-être fait. Nicolas trouvait pas son Adrien, donc j'ai eu le toupet au bout d'un moment de lui envoyer ce que je fais absolument jamais, comme je connais quand même bien Nicolas et que j'ai bien connu son papa aussi et tout ça, je me suis permis de lui dire, il écrivait le film au Kenya pendant qu'on tournait OSS 117, du coup il dansait au-dessus de ma chambre pour écrire la partition d'Adrien, du coup j'entendais des bruits toute la nuit, ça m'a réveillé plusieurs fois, donc je lui ai fait un petit texto en lui disant, vu que tu m'as bien niqué une semaine de nuit où j'ai fait des nuits blanches à cause de ce putain de film, peut-être tu vas me laisser le lire au moins. Et il me l'a envoyé. Et après, il m'a dit, viens chez moi si tu veux faire une lecture pour le rôle. Et j'y suis allé. Et là-bas, il m'a dit, ça ne dérange pas si je filme. Et je me suis dit, bon, ça ressemble de plus en plus à un casting quand même. Mais le film était très bien. Et Nicolas fait des films merveilleux. Et moi, je le comprends. J'aimerais bien réaliser un jour. Donc je me suis dit dans ma tête, au début, j'ai fait un genre, c'est un peu un traquenard, non? Je t'ai dit. Tu m'as dit, c'est très douloureux pour moi aussi de te demander ça. Et après, je me suis dit, bon, si j'étais réalisateur demain en même temps. Si je trouve pas depuis 6 mois l'acteur que je veux et qu'il y en a un et que je veux garder une trace de ce moment où il lit, je me doutais pour pouvoir montrer à des gens proches de lui ou quoi, je me suis dit je ferais pareil. Donc j'ai dit ok, bon allez vas-y. Allez. Et il a fait monter quelqu'un avec une caméra qui est venu filmer. Et on a fait ses essais. Et du coup en plus j'avais pas appris le texte et moi je déteste ça, j'avais l'impression de pas être assez préparé pour un truc qui ressemblait à un casting quoi finalement. Mais je l'ai fait avec Nicolas. Je sais pas si je le ferai avec tout le monde, mais avec Nicolas, je le savais assez bienveillant pour me sentir bien et me dire bah, si c'est foiré, mais on tente. Puis après, j'ai été brillant. En toute objectivité, hein, Et lui-même des choses qu'il m'a à dire. Non, je blague. Je pensais sincèrement en plus que c'était à chier. J'arrêtais pas de te dire, bah, je connais pas le texte, du coup, j'essaie de jouer avec toi, mais je dois regarder la série. Ce qui était difficile pour moi par rapport à ce rôle-là en particulier, c'est que c'est très lointainement, très vaguement inspiré de choses que j'ai un petit peu vécues. J'ai été un petit peu des bouts d'Adrien
il y a 10 et quelques années, il y a plus que ça même. Oh là là. Putain. Voilà, c'est vrai. Et du coup, j'avais commencé par écrire un roman, comme La Belle Époque, et voilà, que j'ai foiré, donc j'en ai fait un scénario. Et comme toujours, quand on parle de choses très personnelles, on se voit un peu, et Pierre, avec tout l'amour que j'ai pour lui, l'admiration que j'ai pour lui, tout d'un coup, j'arrivais pas encore à faire le. C'est compliqué de se projeter. On est si différents tous les deux. On est à la fois d'accord sur tellement de trucs. Moi, vraiment, j'ai l'impression qu'il fait partie de ma vie désormais, Pierre, depuis un moment maintenant. Mais on est quand même très différents. Et heureusement pour lui. Et heureusement pour toi aussi. Non, mais surtout heureusement pour toi, parce que c'est vrai que c'était une époque où voilà, j'étais dans des vapeurs de déprime, je picolais comme un trou, j'étais pas bien dans la peau du tout et ça. Et c'est vrai que Pierre, c'est pas l'image que j'ai de lui du tout. Pour moi, c'est l'éternelle lumière, ce garçon. Et donc je me demandais, est-ce qu'il est assez dark en fait, Et c'est vrai qu'à cette lecture un peu infligée, je sais pas, je crois que tu avais très mal dormi en plus, c'était parfait. T'étais pas très heureux, je crois que c'était très bien. Voilà, je me réjouissais de son chagrin. Et du coup, tu avais fait une espèce de lecture improvisée. Je jouais Margot, c'était ridicule, on était dans mon salon, tu connaissais très bien. Et il était formidable, formidable, formidable. Et je me souviens d'avoir envoyé, parce que ma mère ayant l'âge de Martha, que joue Isabelle Adjani dans le film, je me souviens pour me rassurer, parce que ma mère est une femme qui a beaucoup de finesse, de jugement. Et je me disais, tiens, j'en appelle à toi, maman, voilà, tu pourrais être cette cougar. Qu'est-ce que tu penses des essais? Elle regarde des essais de Pierre et elle me dit, et tu hésites, mais moi j'y vais. Bon à savoir ça. Est-ce qu'il y avait un challenge? Oh yeah. Je vois le rôle à ta mère en fait. Est-ce qu'il y avait un challenge à diriger autant de grands acteurs et avec des générations différentes? Oui, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est un métier passionnant et en même temps, oui, il y a des personnages très complexes dans ce casting. Je les aime tous, donc c'est pas un mauvais souvenir. En revanche, il y a des exigences qui sont tellement différentes. Pierre n'a pas du tout la même manière d'exiger ma présence qu'Isabelle Adjani, que François Cluzet, qui n'a pas la même manière d'être sur un plateau et d'avoir besoin de moi que Marine Bach. Donc il faut, pour quelqu'un d'un tout petit peu autocentré, ce qui est ma nature, ce métier m'apprend à développer très fort mon empathie, mon intérêt, ma passion pour les autres, y compris ma patience parfois. Je parle pas de lui. T'as des noms alors? Oui, alors. Non, mais voilà, et puis non, ce qui est surtout fou, c'est que chacun, encore une fois, est différent dans ce qui, en tout cas moi, m'inspire comme direction d'acteur. J'aime pas ce mot-là, direction d'acteur. On ne dirige pas les acteurs, justement, on est un peu dirigé par la nécessité des acteurs, par leur faiblesse, par leur... Voilà, ils n'ont pas les mêmes attentes aux mêmes endroits. Et donc, dans une même scène, on parle d'une certaine façon à l'un, puis on traverse le plateau pour aller parler différemment à l'autre, et puis il y en a qui ont besoin de discuter la nuit, il y en a qui sont beaucoup plus respectueux des horaires d'une journée normale, il y en a d'autres avec qui, dont on sent qu'il faut carrément les remettre debout dans leur confiance en eux, quotidiennement, et on se dit, suis-je metteur en scène, suis-je sa mère, suis-je psychanalyste, suis-je son petit ami, donc c'est plein de choses, voilà, mais au final, on oublie tout ça, et on se dit qu'ils ont été tous dingues. Il y avait un trac de vous retrouver tous les deux après OSS. Moi je savais que là c'était son bébé à Nicolas, ce film-là. C'est un film qu'il a écrit, qu'il a pensé, je pense que c'est son film le plus intime sur lui-même. Donc moi devant jouer un avatar un peu de Nicolas, j'avais envie d'être à la hauteur. Après sur tous les films j'ai envie d'être à la hauteur pour des raisons différentes, mais c'est sûr que j'admire énormément Nicolas, malgré tout le mal qu'il dit des acteurs.
Et, non, mais oui, il y a toujours un peu de trac, mais quand rapidement, enfin moi le trac je le remplace par le travail. Là je travaille pour ne pas trop avoir le trac. On l'a toujours un peu à la veille de grandes scènes ou quoi, en tout cas moi c'est souvent ça. Mais comme disait Nicolas, on est vachement sur la même longueur d'onde, on a les mêmes références. En préparant ce film, on s'est parlé de Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder, on s'est parlé de DiCaprio dans plein de films, notamment dans celui-là. Non, je trouve plus le titre de Spielberg. Ah oui, Catch Me If You Can, ouais. Catch Me If You Can, attrape-moi si tu peux. Voilà, donc le fait d'avoir une communion d'humour et de référence, et puis qu'on s'aime bien, c'est déjà énorme. Il y a un truc qui est formidable avec Pierre, c'est que il peut être totalement impliqué, très immergé dans la force d'une séquence, de son personnage, d'une prise, mais ça ne l'empêche pas, juste avant de dire action et juste après avoir dit couper, de dire de la merde avec moi, de déconner, de dire de jouer, de se pincer, de se balancer un truc au loin. Et ça, c'est pour moi délicieux parce que je suis un peu pareil que lui là-dessus. Le plaisir, la déconne ne sont absolument pas antinomiques, je trouve, avec ce qu'on s'est dit la veille dans notre tête, tout seul, ce qu'on va mettre pendant la prise et tout ça. Bon, il y a des moments quand même où c'était plus sombre parce que la scène était elle était trop elle-même. Mais globalement, c'est surtout quand je pense à Pierre Ninet, je pense plus à des fous rires qu'à un tunnel infernal de débat intellectuel chiant, quoi. Merci. Je crois. On va prendre quelques questions dans la salle, s'il y en a. Avec plaisir, questions ou réactions au film, questions sur le film, sur notre vie perso. Alors moi du coup j'ai une question, parce qu'en général au cinéma on voit souvent un amour assez idyllique, et là pour le coup c'est un amour très sombre, et en fait je voulais juste savoir pourquoi, tout simplement. Bon, alors, Les 3 heures. D'abord, ce film, bon ça on s'en fout un peu, mais c'est ma cuisine, mais bon, j'imagine quelques cinéphiles dans la salle. D'abord, c'est un film qui appartient au genre très précis, que j'ai adoré moi, dans ma vie, qui est celui du film noir. Le film noir, ça a des codes, voilà, il y a une femme fatale, il y a parfois et souvent eu des stars déchues, des hommes cupides, des héros tourmentés. Et c'est un peu comme la tragédie grecque, c'est un peu comme des genres comme ça. Ça renvoie une image un peu dark de la vie, ce qui ne veut pas dire que c'est ma vision à moi de la vie. La preuve, j'ai fait Monsieur et Madame Adelman et La Belle Époque, et ça se termine plutôt bien. Le film noir, c'est un genre qui mélange le romantisme et le cynisme, qui en fait sert à un truc que j'adore, c'est de nous dire mon Dieu que ça m'arrive pas. Ça pourrait se passer comme ça, et c'est finalement un genre qui je trouvais très intéressant parce que il nous dit à tous, et moi je fais du cinéma pour vous, pour le public idéal, pour un public que je prends pas pour des idiots, il nous dit, il nous fait peur. Et il nous fait du bien en nous faisant peur, parce que à la fois on a envie d'être eux, parfois, et puis quand le film se termine, on se dit voilà ce qu'il ne faut pas que je fasse comme connerie pour en arriver là. Ça, voilà, je trouve que c'est une des fonctions de la création artistique. D'autre part, j'ai conçu le film d'abord comme un divertissement, c'est-à-dire un thriller, j'avais envie que vous posiez plein de questions, mais derrière ce divertissement, c'est aussi mon ressenti sur une période. Et la période qu'on traverse, elle est passionnante, mais je la trouve elle pose plein de questions. Margot, c'est une femme qui est très en colère, et elle a des raisons. Elle a été maltraitée, elle a été incomprise, elle n'a pas été entendue. Elle est très en colère contre les hommes, par exemple. Et ça, moi, c'est quelque chose à la fois que j'entends et qui me déroute. Parce que je suis un homme aussi, et parce que j'aime les femmes, et parce que je rêve qu'à un moment donné, on parvienne à une forme d'harmonie ensemble. Mais je ne peux pas faire des films sans me faire l'écho de ce que l'on vit. Et donc, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec elle, pas d'accord avec elle. Ça veut dire que le film, il dit, voilà, il a été écrit en 2021, ou 2022, peu importe, ou 2020. Et voilà.
il est la représentation aussi de notre époque. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, à côté de ça, je peux demain, et avec joie, faire un film où Pierre Ninet et Mario Cotillard feront des enfants à la fin, et puis ils danseront une valse sur la même plage, ils seront heureux, et voilà. Je suis très chaud. Beaucoup. Ouais, il faudra faire passer des essais quand même avant. Si jamais. Marion, on lui fera passer des essais. Tu peux être sûr que là, je vais y veiller. Monsieur? Oui, bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour le film. C'est la deuxième fois que je le vois et j'ai vraiment aimé aussi bien l'écriture que la réalisation que le montage. Merci beaucoup pour ça. Et j'aurais une question un peu pour tous les deux. Pour Nicolas, ça serait plus sur Marine Bact. À quel moment elle entre dans votre tête? C'est-à-dire, est-ce que vous avez écrit le film pour elle? Est-ce que c'est plus quand vous l'avez écrit, vous vous êtes dit, ok, ben, c'est une évidence? Et comment vous l'avez dirigée pour qu'elle illumine le film comme elle l'a fait? Et Pierre, ça serait... Désolé, je prends un peu de temps. Pierre, ça serait plus sur pourquoi ce film, dans le sens où je sais que tu aimes beaucoup Nicolas, mais qu'est-ce que tu as trouvé dans ce film que tu n'avais pas déjà fait avant et pourquoi tu as voulu faire ce film après en avoir fait 30 ou 40 peut-être 50 100 ou 200, allez, 250. On arrondit, on parle plus. Non, c'est. Non, je crois que j'en ai fait, je sais pas combien, j'en ai fait 20 peut-être. Un truc comme ça, moins que. Moins. C'est une fin de tournée, on est un peu fatigué, mais le plaisir est bien là. J'ai oublié la question. Attends, Est-ce qu'il y avait un film que tu n'avais pas déjà fait? Oui, bah non, je suis en train de partir dans un tunnel là. Non. Bah, ça va, toi? T'es verso? Non, plus sérieusement, moi j'avais l'impression qu'il me proposait une partie que j'avais pas déjà jouée, c'est un peu ce que je recherche évidemment, en plus d'un peu la sainte trinité d'un bon réalisateur, avec un bon scénario, une histoire globale on va dire, et un bon personnage dans le scénario. C'est un peu les trois trucs qu'on cherche quoi, et c'est dur d'aligner les trois déjà. Donc là, les trois étaient alignés, et en plus, ce personnage qui m'intéressait, c'était un personnage effectivement qui démarre le film dans une sorte d'auto-anesthésie de lui-même, entre l'alcool, la weed, quelqu'un qui est un peu dans la désillusion, qui est un peu perdu, qui est paumé, quoi, et surtout qui s'est vu couper les ailes par cet accident de moto qui l'empêche de danser. Tout ça, j'avais l'impression de ne pas avoir joué ça, presque cette lenteur, vous parlez un peu de brume avec Nicolas, de voilà, cet endroit-là où tu n'as pas vraiment envie de te regarder dans un miroir, et en même temps tu es un peu maso, je pense, parce que tu vas quand même te frotter à, c'est le cas de le dire, à une dame plus âgée qu'elle, a eu une carrière artistique extraordinaire, là où toi t'en as pas eu. Bon, tout ça me plaisait, je trouvais qu'il y avait une noirceur là-dedans que j'avais pas déjà fait, pas déjà joué, et puis on s'est parlé du look, des cheveux longs, de la barbe, tout ça, je me suis dit ok, c'est des trucs que j'ai pas déjà fait. Ça me plaisait, même si c'est du détail, physiquement entrer dans la peau d'un autre personnage, quand on s'éloigne un peu de soi, déjà c'est toujours chouette, en vrai, à jouer. Comme des enfants qui se déguisent, quoi. On a vraiment gardé ce truc-là, de ce plaisir-là aussi, quoi, qui est très simple. Et puis j'avais adoré La Belle Époque, et j'avais adoré Adelman. J'ai encore du mal à croire que Adelman est un premier long. Adelman raconte comment un grand écrivain qu'on pensait être un homme est en fait une femme cachée derrière un homme. Je me demande si Nicolas, au comble de l'ingénierie artistique, n'aurait pas laissé la réalisation de ce film à une femme et nous le dévoilera plus tard, façon Émile Ajar ou Romain Gary. Elle est là. Elle est là. Clara Bedos. Oh, bravo. Elle a tout réalisé à sa place. Non, mais là, je réfléchis au choix, mais je me dis que ça serait incroyable. Quel panache ce serait en même temps, et en même temps, quelle nullité de ta part. Pardon. 6 ans. J'ai 6 ans, ouais. Elle crever. Non, voilà, j'avais adoré Adelman, et je ne sais pas si vous avez vu Monsieur et Madame Adelman, je vous le conseille très fortement. J'adore aussi La Belle Époque, mais Adelman, je trouve qu'il y a une fièvre, pour un premier long, c'est inouï. Voilà, juste, et pour finir de jeter encore des fleurs, parce que apparemment c'est la thématique de la soirée, je trouve ça très dur d'être réalisateur, je trouve qu'il faut cumuler beaucoup de talent, contrairement à d'autres métiers où les guitaristes jouent très bien de la guitare, c'est dur, mais c'est déjà génial, quoi. Là, il faut être, alors lui en plus il compose la musique, il faut avoir l'oreille musicale pour sentir les séquences, le jeu, la musique que tu vas mettre dessus, la voix off, et puis la DA, et puis les lumières, et puis être sensible aux couleurs que tu utilises, et puis être sensible au jeu d'acteurs, savoir parler aux acteurs. Franchement, en plus écrire un scénario, je n'en parle même pas, si vous
vous lancez dans l'écriture d'un scénario, vous avez toutes les chances de pondre quelque chose de très mauvais a priori. Enfin, franchement, c'est hyper dur, quoi. Donc je trouve cumuler tous ces talents, c'est rare. Donc c'est ça qui m'attire aussi, c'est quand on a un auteur en France qui fait ses films, qui n'est pas contrôlé par un studio, une major, comme ça peut arriver aux États-Unis. C'est un souffle de liberté et de joie pour un acteur de rejoindre une aventure comme ça. Voilà. Pour répondre à la question sur Marine, je vais être très honnête avec vous, je suis toujours honnête à peu près. C'était pas du tout une idée, Marine Bact, pas du tout. Parce que je la trouve incroyablement belle. J'avais été très ému par ce qu'elle faisait dans Jeune et Jolie. Mais pour moi, c'était une beauté un peu évanescente, un peu silencieuse. C'était pas du tout la Margot que j'avais écrite. Moi, j'avais écrit Margot qui avait de la répartie, qui avait une sorte de soif, à la fois de vengeance mais de vie aussi, qui était drôle, qui était capable d'éclater de rire, de sourire. Et Marine Bact, elle m'inspirait pas ça du tout. Et puis, elle a passé des essais comme beaucoup d'actrices dans Paris, parce que ça c'est une chance formidable quand tout d'un coup on a un rôle important à proposer dans un film, le mettant en valeur. Ça crée de l'intérêt, à tort ou à raison, de la part de nos grandes comédiennes. Et parmi les comédiennes fabuleuses, il y avait Marine Bact. Je ne m'oublierai jamais parce que j'ai regardé ça, j'étais en train d'enterrer mon père en Corse et j'ai regardé les essais de Marine et je suis tombé à la renverse parce que je n'avais jamais vu cette jeune actrice faire des choses comme ça et il m'a paru qu'en tout cas elle était très bien disposée pour jouer le rôle. C'est d'autant plus surprenant que Marine Bact, après j'en finirai là, n'est pas du tout Margot. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'incroyablement réservé, sinon d'une timidité proverbiale. On a l'impression qu'elle a inventé le principe de la timidité. Et donc, on a fait un chemin, tous les deux, auquel Pierre a assisté. C'est-à-dire que Marine n'est pas quelqu'un qui aimait sourire, qui n'est pas quelqu'un qui aimait beaucoup se lever, se déplacer. Elle n'était pas dans le même rythme. Et ensemble, comme ça, et c'est la magie de ce métier, grâce à elle, avec tout simplement beaucoup de bienveillance de l'équipe aussi, du chef opérateur, de ses partenaires, de François Cluzet qui a été incroyablement généreux parce que Marine est quelqu'un qui peut douter et quand elle doute, vous ne voyez pas et vous ne le verrez jamais. C'est génial d'être en coulisses, mais ce n'est pas du tout ce que vous voyez sur l'écran, c'est-à-dire qu'elle peut s'arrêter, elle peut se reprendre, elle peut paniquer, quitter le plateau pour aller pleurer, revenir. Mais c'est toujours armé de volonté en fait. Elle s'est battue contre elle-même pour jouer ce personnage. Et vous avez le résultat, la quintessence de ça. Et je crois que en fait, ce qui pourrait passer pour des défauts, c'est-à-dire cette très grande timidité de Marine Bact, qui parfois peut être dure pour elle à vivre. Et c'est ce qui fait que une fois montée, elle a dans le regard cette intensité qui fait que je crois que c'est vraiment une des plus grandes actrices de sa génération. Et c'est peut-être une des plus belles rencontres que j'ai fait artistiquement. Parce que c'est la première fois que devant le combo, ça m'est arrivé un peu avec lui, alors que je suis un hétérosexuel, mais je regarde mes acteurs. Je le regardais lui-même, d'ailleurs, je trouve qu'il y a une sensualité, un charme dans ce film particulièrement fracassant. Et alors que c'est un ami, il m'arrivait de me dire, dis donc, bien Pierre, wow. C'est pas le premier. Oui, ça. C'est littéralement le premier. Et Marine, c'était un peu pareil, parfois j'étais spectateur, comme si c'était le film de quelqu'un d'autre, comme si c'était déjà c'était un film que j'aurais loué sur iTunes ou je viens de dire iTunes. Et là, le truc se casse la gueule. C'est-à-dire que le mec ne peut plus rien faire. Il a dit iTunes. Et voilà. Bonne chute. Il y a une question. Ouais.
Sur la droite. Bonsoir. Pierre se lève, n'écoute pas la question. Pardon, j'ai du mal à rester assis des fois. Je peux me mettre un peu la main. Hop. J'ai adoré le film, donc bravo à tous les deux. J'ai adoré le personnage d'Adrien, mais je crois que j'ai préféré le personnage de Margot. Non, mais en fait, j'ai eu un petit peu peur au début de voir un personnage féminin qui joue une prostituée, escorte, que sais-je, qui serait un peu caricatural. Et finalement, c'est un personnage hyper complexe et j'ai trouvé ça super chouette. Et j'ai une question pour tous les deux qui est un peu basique, mais qui m'a un peu taraudée à la fin du film. C'était, est-ce que du coup, dans votre imaginaire, vous imaginez que le personnage de Margot a aimé Adrien, pour de vrai? J'espère. Le film est assez ouvert à l'interprétation, mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, au cinéma aussi, c'est qu'on ne soit pas forcément d'accord avec son voisin. Moi, je crois que bien sûr qu'elle l'a aimé. Ouais. Je pense qu'elle l'a aimé, comme elle a aimé Simon, le personnage joué par François Cluzet. Je pense qu'à un moment, elle trouve chez Adrien la promesse d'un mec qu'elle n'a jamais rencontré, c'est-à-dire un peu paumé, un peu fou, mais un peu quand même moins fou, moins violent, moins pervers que des mecs qu'elle a rencontrés avant, malheureusement. Et puis elle rencontre avec Simon, elle se prend à son propre jeu, le piège qui devait se refermer sur Simon et Martha se referme un peu sur les deux gigolos. Et en fait, je pense qu'elle est bien dans les bras de ce mec à un moment et qu'elle se le dit et qu'elle... Je pense que oui, elle trouve une stabilité, elle trouve une bienveillance avec Simon. Et du coup, je pense qu'elle est réellement dévastée quand ça se délite et que lui ne veut pas aller plus loin. Qu'elle n'arrive pas à lui vendre l'idée du mariage et que d'un coup, elle a des traumas sûrement aussi du passé qui ressortent, de confiance, de pouvoir faire confiance à nouveau aux hommes. Donc moi je crois que oui. Et je crois qu'il y a un moment où ce trop-plein-là fait qu'elle décide de jouer cavalier seul, en l'occurrence à deux avec Julia, mais elle décide de refermer le piège sur les hommes et de sortir, comme elle le dit un moment dans le film, elle dit une phrase, elle dit un jour ce sera juste moi, ma fille, et personne pour nous faire chier. Et je pense que finalement elle s'en tient à ça, parce qu'elle est plus prête à souffrir à nouveau de trop, quoi. Bon, c'est mon analyse, et je ne sais pas à quel moment exactement elles se mettent de mèche avec Julia, mais je veux croire que c'est un peu tard en fait dans le film, que peut-être qu'elle répond favorablement à Julia qui lui avait proposé ça, ou peut-être qu'ensemble elles se mettent d'accord, mais je pense que le moment crucial, c'est le moment où moi elle accepte le mariage, je passe la nuit avec Martha, et elle ça marche pas de son côté, et je pense que là il y a une blessure qui est rouverte de façon différente. Mais après chacun peut... Il y a plein d'autres explications qui sont aussi valables puisque c'est les vôtres. Moi, je peux vous dire juste un truc, c'est que je suis d'accord avec Pierre Ninet.